ce que j'ai vécu au Cameroun en 3 ans m'a tellement fracassé que je pense que je ne peux pas vivre pire. Mes employés, le 31 me dit bonne année. Le 1er, j'arrive, j'ouvre le bureau, il n'y a plus rien. C'est en Afrique qu'on pense que l'entrepreneuriat, c'est pour être libre. Il y a des entrepreneurs qui sont endettés. On sera riche si on travaille. On sera riche si on met en place des stratégies pour se développer. Mais ça ne doit pas être la première des choses, la richesse. Non, on n'entreprend pas pour être riche, mais on entreprend pour impacter un écosystème. On n'a plus le temps à perdre et on n'a plus le temps d'échanger avec des gens qui nous vendent la peau dans le sac. Soit on échange de façon pragmatique, on va droit au but, soit on n'échange pas. On n'a plus le temps à perdre. Et je veux dire une phrase, mais on n'est pas des makosso. Qui connaît, on te voit sur beaucoup de panels. Tu as choisi le Bénin aujourd'hui pour investir et pour développer ton entreprise. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tu es devenu entrepreneur? Après, je pense que entrepreneur, on le devient pas, c'est inné en fait, je pense. Hein. Je pense qu'on n'apprend pas ça à l'école. La première fois que j'ai créé une entreprise, c'était pour répondre à un besoin. Voilà, moi je suis né au Cameroun. Je suis arrivé en France dans une petite région qu'on appelait Montluçon. C'était une région assez vieillissante. Et du coup, je me suis dit, quelle entreprise je pourrais créer pour répondre à un besoin de ma région. Donc du coup, en 2007, la première entreprise que j'ai créée s'appelait Cellulo L03. C'était une entreprise d'aide à domicile qui proposait les services de ménage, garde de malade, lever, coucher, repas à domicile. Donc ma première entreprise, c'était l'entreprise qui a été faite pour répondre à un besoin. Donc pour répondre à la question, je dirais que voilà, j'ai créé l'entreprise pour répondre aux besoins. Donc du coup, l'entrepreneuriat pour moi, c'était quelque chose de logique parce que j'étais dans un environnement qui était propice à un projet que je portais où les gens auraient pu consommer. Aussi simple que ça. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que ça me fait chuter sur une autre question parce que aujourd'hui on voit beaucoup de personnes vouloir entreprendre parce qu'ils veulent être libres financièrement. Qu'est-ce que tu dis de l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est pour être libre financièrement ou pourquoi c'est un problème? Est-ce que tu sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont pauvres? C'est en Afrique qu'on pense que l'entrepreneuriat c'est pour être libre. C'est en Afrique qu'on pense que l'entrepreneuriat c'est pour être riche. Il y a des entrepreneurs qui sont endettés. C'est que vous les voyez là, mais ils sont endettés. Tout au long de leur parcours entrepreneurial, ils fonctionnent de crédit à crédit, de crédit à crédit, de crédit à crédit. Quand on vous dit que Elon Musk, il est milliardaire, ce n'est pas qu'il a le milliard dans son compte, c'est que son patrimoine est estimé à un nombre de milliards. Mais ce milliard, il ne l'a pas dans son compte. Et comme en général, ce sont des entreprises qui sont en bourse, donc on estime que la valeur de la cotation de son entreprise en bourse vaut tant. Et bien, par ricochet, il est milliardaire. Donc, je pense que on ne crée pas, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour avoir de la richesse. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour être milliardaire. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour être millionnaire. Mais on se lance dans l'entrepreneuriat pour créer de la richesse. Et ce que je dis a du sens. Il y a 2 façons de créer de la richesse. La première façon, c'est créer une richesse sociale. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi la richesse sociale? Mais si je crée une entreprise et que j'embauche des personnes, c'est une richesse sociale. Je réponds à un besoin. Ça veut dire que ces gens que j'embauche, j'apporte une réponse sociale. Donc, je crée des emplois. Donc, c'est une richesse. Donc, raison pour laquelle j'insiste beaucoup que ceux qui veulent entreprendre pensant être riches, ce n'est pas le cas. Parce que je peux vous dire que 9 cas sur 10, une fois qu'on enlève les dettes, qu'on enlève les crédits, qu'on enlève les obligations, les entrepreneurs sont pauvres. Voilà. C'est très puissant ce que tu viens de dire. Hein. Même moi, je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué parce que quand tu dis que ils vivent des dettes, des crédits, je sais de quoi tu veux parler.
Mais après, est-ce que on a peut-être un rapport, on va dire, différent avec l'argent? Parce que forcément, que ce soit en bourse, que ce soit de l'argent liquide, le plus important, c'est la valeur. Et plus ils créent de la valeur, plus ils peuvent créer ou acquérir d'autres choses par le bien de ce qu'ils ont créé. Est-ce que c'est peut-être pas ça que les gens recherchent? Est-ce que c'est pas forcément l'argent physique? Après, tout dépend de l'activité qu'on fait. Tout dépend de l'activité, tout dépend le contexte, tout dépend le degré d'évolution de notre entreprise. Je donne un exemple très simple. On ne peut pas comparer une entreprise qui a 2 ans d'existence à une entreprise qui a 10 ans d'existence. La valeur n'est pas le même. L'entrepreneur qui a 2 ans d'existence, peut-être qu'il sera en mode survie. Donc, quelque part, il n'est pas riche. Il n'a pas d'argent. Tout ce qu'il gagne, il réinvestit. Parce que le but pour lui est de dépasser les 3 ans, qui est vraiment, en général, 3 ans, c'est la période cruciale, entre parenthèses, où on estime qu'une entreprise est solide. Mais une fois qu'il a dépassé les 3 ans, 5 ans, 10 ans, là, il peut être rentable. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas entreprendre pour se dire qu'on est riche, mais on entreprend pour créer une richesse. Et on entreprend aussi parce que quelque part, on a de la patience et on aime ce qu'on fait. Parce que si on entreprend pour juste dire que j'entreprends pour être riche, autant ne pas entreprendre. On sera riche si on travaille. On sera riche si on met en place des stratégies pour se développer. On sera riche si derrière, il y a des sacrifices. Mais ça ne doit pas être la première des choses, la richesse. Non, on n'entreprend pas pour être riche, mais on entreprend pour impacter un écosystème, pour faire évoluer quelque chose, pour proposer un service qui répond à un besoin et de façon naturelle, telle comme un robinet qui coule, on profitera forcément de l'eau qui coule, s'il est potable ou non potable. Et là, on pourra le consommer. C'est très intelligent ce que tu dis et en même temps, c'est très édifiant. Je pense que tu as totalement raison sur ce fait. Ça me fait penser à une anecdote. Je me rappelle, j'étais avec un ami où il essayait d'expliquer la différence entre un entrepreneur africain et un entrepreneur, par exemple, américain ou occidental, qui, lui, il cherche à impacter le monde et l'entrepreneur africain, il cherche à améliorer son train de vie. Est-ce que tu penses que c'est là que se joue la différence en termes de réalisation entre les business africains et ceux Oui, ça c'est clair. Moi, par exemple, comme je dis, voilà, j'ai grandi en France. J'ai étudié entre la France et l'Angleterre. J'ai eu à beaucoup voyager. Et la différence, elle est flagrante. Je vais te donner un exemple très simple. Quand un entrepreneur européen ou américain va à la banque pour faire un crédit, il prend l'argent, il investit dans son entreprise. Tout de suite. Je prends l'entrepreneur africain, il prend l'argent, il a un crédit. La première chose qu'il se paye, c'est une voiture, déjà. C'est-à-dire que le gars, il veut déjà s'acheter une existence sociale. Et pourtant, Attends, mais aussi en Occident, on paye les voitures à crédit aussi. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis, un entrepreneur qui fait un crédit pour son entreprise en Europe, il va d'abord investir dans son entreprise. En Afrique, un entrepreneur qui prend un crédit pour son entreprise, il va d'abord penser à lui. C'est-à-dire que la première dépense qu'il va faire, c'est le confort, et non l'entreprise. Pas tous. Je ne mélange pas tous. Ceux qui ont la... Ça, je parle vraiment de ceux qui n'ont pas la conscience de l'entreprise. La première dépense qu'il va faire, c'est le confort. La deuxième dépense qu'il va faire, c'est loger au moins 4 ou 3 maîtresses dans chaque appartement. Et après, la troisième dépense, il va à Dubaï. C'est qu'il oublie pourquoi le financement a été fait. Raison pour laquelle, si tu regardes le taux de remboursement des prêts d'entrepreneurs en Afrique, il est zéro. Ils ne remboursent pas. La majorité ne rembourse pas. Mais en Europe, ils remboursent. Parce que s'ils ne remboursent pas, on viendra prendre leur maison. On viendra prendre leur appartement. On viendra prendre leur voiture. Il y aura des saisies. Mais moi, j'ai envie de te dire, en Afrique, déjà pour faire des saisies, il faut déjà savoir où ils se trouvent. Qui sait où ils se trouvent? Je prends le crédit à Douala. Je prends l'argent. Je peux me cacher à Bolova. Qui va savoir que je suis à Bolova?
vas savoir que j'ai un boulevard. Tu marques un point. Mais après, on se dit aussi, est-ce que c'est pas forcément dû au fait de l'environnement aussi? Parce que forcément, déjà, on va pas se mentir, en Afrique, que ce soit sur le financement, que ce soit sur l'environnement, est-ce qu'il est forcément propice, est-ce qu'il favorise un entrepreneur? Toi qui es sur le terrain au Bénin. Moi, je pense que c'est facile de toujours accuser l'environnement. Pourquoi je dis ceci? Aujourd'hui, on peut se former. On peut se former en ligne. On peut être au Cameroun, on peut être au Bénin, on peut être en Côte d'Ivoire et suivre des formations en ligne en matière d'intelligence financière. Au Canada, en France, aux États-Unis. On peut même avoir des certifications depuis le Cameroun, depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se former. On ne veut pas apprendre. On estime que parce qu'on est entrepreneur, on sait tout. Parce qu'on est CEO. CEO, parce qu'on aime bien ça, CEO. Chef Executive Officer. Yeah. Voilà, forcément, on est une résidence sociale. Parce qu'on est chairman de nous-mêmes tout seuls, on a une résidence sociale. Parce qu'on est fondateur d'une table et d'une chaise, on a une résidence sociale. Ça veut dire que les gens n'entreprennent pas parce qu'ils aiment l'entrepreneuriat, mais les gens entreprennent parce qu'ils veulent avoir une position sociale. Et souvent, il n'y a pas la compétence, il n'y a pas la vision, il n'y a pas de stratégie. Donc, pour moi, je ne les considère pas comme des entrepreneurs, je les considère comme des jongleurs, des bails en selam. Après, je ne veux pas me jouer l'avocat du diable, mais il y a une citation, je pense que c'est du Forbes, que je l'avais vu, où il disait qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'un avion sans parachute, oui. Sans parachute dans la foulée. Oui. Est-ce que l'entrepreneur aussi n'est pas forcément celui qui a toutes les compétences, mais il apprend dans le tas et en faisant? Est-ce que c'est pas ça? Je vais te poser une question très simple. Vas-y. Un avion qui quitte le Cameroun pour arriver à Paris, il a une feuille de route, oui ou non? Ah, bien sûr qu'il a une feuille de route. Hein. Bien Merci. Sûr. L'avion est manuel ou automatique? Bon, après, je suis pas spécialiste, mais je me dis qu'elle est forcément manuelle et automatique. Et automatique. Elle est automatique. Et quand est-ce qu'il active le manuel? Quand il y a certaines zones de turbulence, et là, il reprend les choses en main. Bien sûr. On est bien d'accord? Bien sûr. L'entrepreneuriat, c'est pareil. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas de vision, si on n'a pas de feuille de route et si on n'a pas de valeur. Si on pose la question à un entrepreneur africain, où est-ce que tu vois ton entreprise dans 3 ans? Il te dira qu'il ne sait pas. Dans 1 an, il te dira qu'il ne sait pas. Dans 6 mois, il te dira qu'il ne sait pas. Et tu lui poses la question, quel est ton business model? Il me dit, je vends, je paie. Donc, comment tu veux créer si tu n'as pas de vision? Comment tu veux créer si tu n'as pas de projection? Et comment tu veux te projeter si tu ne sais pas où tu seras dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu sais qu'en Europe, il y a des entreprises qui ont des prévisionnels sur 10 ans? Je vais même aller plus loin. En Chine, là, je vais te dire quelque chose. Oui. Un partenariat avec, avec une entreprise chinoise, je vais terminer. Et j'avais été choqué. Les gars, ils ont une vision sur 500 ans. Je rigole pas dans ça. Voilà, je n'ai pas voulu exagérer, mais je suis allé sur 10 ans. Est-ce que tu sais qu'en Europe, aux États-Unis, il y a des entreprises qui ont une vision sur 10 ans? Combien d'entreprises africaines ont des visions sur 1 mois? Je suis gentil. Hein. Après, ça dépend de la direction aussi. Forcément, il y a des entreprises qui ont des... La direction, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une question de culture. Notre problème, c'est la culture. Notre problème, c'est notre écosystème. Notre problème, c'est notre mentalité. Notre problème, c'est notre mindset. Notre problème, c'est notre histoire. C'est que, en fonction de ton mindset, en fonction de ton histoire, en fonction de la manière dont tu as grandi, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, de façon indirecte, toute cette histoire aura un impact sur ta manière de fonctionner. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis entrepreneur. Dans mon entreprise, il n'y a que des femmes. Tu vas me dire, Eric, pourquoi dans ton entreprise, il n'y a que des femmes? Mais parce que j'ai été élevé par une femme. Je n'ai pas connu mon père. Et que cette femme-là, pour moi, c'est comme une warrior. Je la sublime. Donc, le fait d'avoir des femmes autour de moi, ça me rassure. Donc, mon parcours personnel
a un impact dans mes décisions entrepreneuriales. Et je dis toujours que la vie d'un entrepreneur a forcément un impact dans sa manière de diriger, sa manière de manager. Souvent, tu peux avoir des entrepreneurs qui sont très durs. Mais si tu vas chercher dans son enfance, tu verras qu'il a été battu ou pas. C'est un exemple que je donne. Mais tu verras que le caractère qu'il a en tant qu'entrepreneur, ça vient de son enfance. Donc, c'est pourquoi je dis que tout entrepreneur doit pouvoir avoir une feuille de route avant de se lancer, doit pouvoir avoir une vision, doit pouvoir avoir une stratégie. Parce que même quand tu démarres ta voiture pour aller voir quelqu'un de la famille, s'il est à Aqua et que tu parles de Dedo, tu sais que tu vas quitter de Dedo pour Aqua. Tu sais exactement le chemin que tu vas prendre. Donc, on a tous une feuille de route. Et si on n'a pas une feuille de route, on est voué à l'échec. Puisqu'on n'arrivera pas à notre destination. C'est aussi simple que ça. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que je ne fais qu'à lier ça depuis. En réalité, tout ce que tu dis, c'est intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est que j'apprends de toi aussi. Et forcément, ceux qui vont écouter le podcast, ils vont kiffer, ils vont nous dire en commentaire forcément. Une autre chose que j'aimerais savoir, tu as dit tout à l'heure que toi, ton entreprise n'a que des femmes. Pourquoi est-ce que tu as fait référence forcément à ton enfance et tu as dit que tu as été élevé par une femme. Est-ce que forcément c'est le fait que tu as été élevé par une femme qui impacte sur tes choix dans l'entreprise ou tu as un choix objectif et réaliste? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, une entreprise remplie de femmes peut te faire gagner plusieurs contrats ou peut te faire scaler ton business? Tu sais, en Afrique, on parle beaucoup d'inclusion de la femme, protection de la femme. En Afrique, on réduit beaucoup la femme. Tu feras que tous les maux de la société, c'est toujours la femme qui est un peu comme un bouc émissaire. Quand on parle de sacrifice, on parle de femme. On parle de prostitution, on parle de femme. On parle d'exaction, on parle de femme. On parle de violence, on parle de femme. On parle de brutalité, on parle de femme. À quel moment nous, en Afrique, on sublime cette femme-là qui est notre mère, qui est notre sœur, qui est notre enfant? À quel moment on donne de l'importance à l'éducation de ces femmes qui sont nos mères? Parce que souvent, on oublie que nous venons d'une mère qui nous a portés pendant 9 mois. Alors moi, d'avoir des femmes dans mon entreprise, c'est juste une façon de sublimer ces femmes-là. C'est juste une façon de leur donner ce qui leur de droit. Parce que dans tous les maux de la société, celles qui sont sacrifiées, ce sont les femmes. Celles qui sont à la cuisine, ce sont des femmes. Celles qui portent 9 mois, ce sont des femmes. Celles qui meurent pendant qu'elles accouchent, ce sont les femmes. Celles qui allaitent pendant que leurs maris sont en train d'aller voir ailleurs, ce sont des femmes. Celles qui sont battues, ce sont des femmes. La jeune fille qui est sacrifiée, qui est mariée à 12 ans, ce sont des femmes. Tu as déjà entendu où qu'on a marié un jeune garçon à 10 ans? Bon, après, c'est l'homme qui marie la femme aussi, non? C'est l'homme qui marie la femme. C'est parce que la société nous a imposé que l'homme marie la femme. Mais en Inde, c'est la femme qui marie l'homme. Oui, mais je ne pense pas que les hommes qui se marient en Inde se plaignent. Non? Oui, mais tu ne penses pas qu'ils se plaignent. Mais est-ce qu'on ne mettrait pas souvent aussi la compétence de la femme avant sa beauté? C'est vrai que ce que tu dis, je veux dire, c'est juste... Est-ce que pour une fois, tu as déjà entendu, c'est que tu arrives dans une entreprise, tu vas voir une dame qui est directrice. Le premier réflexe qu'on va dire, elle a avec le patron. Parce qu'on estime qu'elle n'a pas sa place. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai quand même. Ça, c'est vrai ce que je veux dire. Le premier réflexe qu'on a quand une femme à un certain niveau, elle a de... Je le dis avec vulgarité, je m'excuse, mais ce sont nos mots, ce sont nos phrases. Mais ces phrases font mal. Parce que la dame, la femme qu'on dit qu'elle a donné son... ça peut être notre mère, ça peut être notre soeur, ça peut être notre cousine. Mais quand est-ce qu'on va valoriser cette femme-là par rapport à sa compétence? Croyons-nous que l'homme est plus intelligent que la femme? Non, 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 non. Bon, après, moi, je pense pas que c'est une histoire de l'homme est plus intelligent que la femme. Non, c'est une question que je pose. Donc, c'est pour te dire que moi, quand je prends une femme dans mon entreprise, je prends une compétence.
Déjà, je prends une compétence. Ça, c'est la première des choses. Je prends une compétence parce que je suis convaincu que la femme africaine est compétente. Et je prends des valeurs. Je suis convaincu que la femme africaine a des valeurs. Je prends une femme loyale. Je suis convaincu que la femme africaine, elle est loyale. Et souvent, je prends des femmes qui sont même voilées. La directrice de mon entreprise est voilée. Elle porte le voile. Est-ce que ça fait d'elle une femme qui n'est pas intègre? Non. Elle est très intelligente. Elle s'appelle Bachiratou Isiako, épouse de Touré. Elle est béninoise. Elle est même plus intelligente, plus efficace qu'un homme. Mais c'est une femme digne, humble, avec le respect et qui donne le maximum pour son entreprise. Donc, pour répondre à ta question, quand je prends une femme, je ne prends pas une silhouette. Je ne prends pas un nombre. Je prends un cerveau, je prends une lumière et je prends une pierre que je vais polir et que je vais rendre en diamant pour lui donner plus de valeur qu'elle mérite. Parce qu'il est temps que nous, en Afrique, nous faisons de l'inclusion entrepreneuriale, numérique, digitale, sociétale par la femme et pour la femme. Parce que sans la femme, ni toi ni moi ne serons de ce monde-là. Respectons cette femme. Tu marques comme quoi, là, tu marques. Vraiment, je te sens chaud bouillant là quand on parle de la cause de la femme, mais je pense que c'est quelque chose. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'en ai marre des exactions sur la femme. Et je dis que j'ai été élevé par une mère. Et peut-être que dans mon parcours de jeune, il y a un moment où je pouvais la protéger, mais j'étais jeune. Je n'avais que 5 ans. Je ne pouvais pas la protéger. Mais aujourd'hui, j'en ai 48 ans. Donc, tant que je pourrais protéger une femme, je le ferai au dernier effort, au dernier sang. Parce qu'il est anormal qu'aujourd'hui, en 2025, on ait encore ces idées parvenues de croire que la femme est un objet, mais considérons la femme comme une pierre qu'on doit polir et faisons-le monter. Parce que je peux te dire que si les femmes seraient au-dessus des responsabilités, il n'y aurait pas tous ces guerres qu'il y a dans le monde. Parce que l'homme est brutal et la femme est paix. Bon, attends, après aussi, les femmes aussi sont aussi brutales. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont brutales. Hein. Qui sont brutales, beaucoup. C'est la société qui rend la femme brutale. Bah, on peut aussi inverser le rôle et dire que c'est la société qui rend l'homme brutal. Je pense pas vraiment que ça se joue à là. Je pense que tu as raison dans le fait que tu dis que les femmes ne sont pas assez mises en valeur, tu vois. Mais après aussi, je pense que si on va se concentrer sur le mérite et l'excellence, je pense pas que ça va se jouer à est-ce que la femme mérite plus que l'homme. Ok, la femme qui prend le job, par exemple. Mais je te pose une question simple. Quand un homme réussit, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est acquis. On dit c'est normal. C'est normal. Et quand une femme réussit, qu'est-ce qu'on dit? Bon, après, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Déjà, il y a le paramètre de qu'est-ce que la femme fait déjà. Est-ce que ce qu'elle fait est visible? Est-ce que ce qu'elle fait entre dans les codes, entre dans les codes de la société? Et après, aussi, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de jalousie, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, parce qu'il n'y a pas que des femmes il n'y a pas que des hommes qui disent que, voilà, c'est parce qu'elle a eu des rapports, on va dire ça comme ça, pour rester poli, avec le chef ou je sais pas qui pour avoir le job. Parce qu'il y a aussi des femmes qui le disent peut-être par jalousie, pas que les hommes. Donc, moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. Je pense pas que ça soit vraiment, moi, j'en ai connu des femmes très intelligentes, comme tu as forcément connu aussi. Bien sûr. Que ce soit sur les bancs à l'école, que ce soit dans le business, même dans la carrière professionnelle. Je connais des femmes qui sont intelligentes. Et en aucun moment, je te dirais, j'ai dit, cette femme, elle est intelligente ou elle a ça parce que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est aussi une question de culture. Oui, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation, c'est une question d'environnement. Mais qu'elle soit est-il, disons que la femme a sa place aussi dans l'entrepreneuriat et que la femme a sa place dans le monde du travail et que toute évolution de la femme
doit être considéré comme un mérite, comme un acquis et comme une réussite et qu'on doit le valoriser. Je pense que ça aussi, c'est Je partage le même avis avec toi. Pour faire une bonne transition, on va rester sur ton parcours. Je vais dire en 2007, tu as lancé ton entreprise pour répondre à un problème. Quand tu te regardes aujourd'hui en 2025, tu regardes le Eric Leconey que tu es devenu, est-ce que tu pourrais dire que tu as réussi ta vie? Non. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que la réussite, c'est forcément parce qu'on a beaucoup d'entreprises? Est-ce que la réussite, c'est forcément parce qu'on a de l'argent? Ou est-ce que la réussite, c'est forcément parce qu'on a une existence sociale? Je pense que la réussite, c'est avant tout un état d'esprit. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui j'ai réussi parce que je n'ai pas encore impacté mon écosystème. Je n'ai pas encore impacté mon environnement. Et je pense que j'aurais réussi quand j'estimerais que le jour où je serai plus là, on se souviendra de moi. Là, j'aurais réussi. Forcément, on se souviendra de toi, de ta famille, ton cercle rapproché. Pas forcément ma famille, d'autres personnes. Parce que auprès de ma famille, je suis déjà une référence. Donc, on ne réussit pas pour sa famille. On n'entreprend pas pour sa famille. Moi, je dis toujours qu'on entreprend pour un écosystème. On entreprend pour un continent. On entreprend pour un pays. Aujourd'hui, quand tu dis Dangote, tu dis Nigeria. Quand tu dis Elon Musk, tu dis États-Unis. Quand tu dis Zuckerberg, tu dis États-Unis. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont milliardaires. Ils ont changé une vie. Ils ont impacté un monde. Tu enlèves aujourd'hui Facebook, tout le monde devient fou. Facebook et Meta. Voilà. Donc, je pense que, en toute modestie, après maintenant, tout dépend le niveau d'impact qu'on peut avoir, soit dans son environnement, soit dans la société, soit dans son pays. Je pense que tu réussis quand ton entreprise ne t'appartient plus, mais appartient au monde, ou appartient à une société, ou appartient à un écosystème. Quand ton entreprise devient indispensable, je pense que c'est là où tu peux dire que tu as réussi. Parce que c'est pas une question d'argent. Aujourd'hui, que tu vois Zuckerberg, tous ces grands, est-ce que tu penses qu'ils font encore ça pour de l'argent? Aujourd'hui, ils ont dépassé l'argent, mais ils sont plutôt sur un impact social, sur un impact mondial, sur un impact. Donc, je pense que tu as réussi quand ton business ne t'appartient plus, mais quand chaque personne, chaque environnement, chaque société se l'approprie comme son business. Là, tu as réussi. Aujourd'hui, le Eric Leconey de 38 ans, qu'est-ce qu'il dira au Eric Leconey, je vais dire de 19 ans ou de 17 ans, lorsqu'il se lançait dans les arts? Peut-être d'avoir été non, d'avoir été trop fougueux, parce qu'avant, j'étais un fou, quoi. Avant, j'étais jeune, je partais dans tous les sens, j'étais insouciant, je calculais rien, je fonçais. Alors qu'aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai des enfants, donc je suis plus dans la retenue, je suis plus calme, je suis plus posé, je fais attention à ce que je fais, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à mes actes, parce qu'aujourd'hui, mon action ne me concerne plus que moi, mais mon action peut avoir un impact sur ma progéniture. Donc, je suis garant de leur intégrité. Voilà. Alors qu'avant, je n'ai pas d'enfant, j'étais un peu fou. Mais aujourd'hui, je suis plus fou, je suis plus calme et je suis plus réfléchi. Donc, je dirais à Eric de 17 ans que, sois un peu réfléchi, là, petit connard. Non, mais est-ce que, parce que quand j'entends toujours certaines phrases motivation là sur les réseaux des entrepreneurs à succès aussi, ceux même qui viennent aussi sur le podcast, ils te diront, c'est le fait d'avoir pris beaucoup de risques qui les fait arriver au niveau où ils sont. Et pour eux, certaines personnes me disent, c'est un succès. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis que je dirais à Lokeri d'être moins fou. Parce qu'il faut être fou pour prendre des risques. Moi, j'ai pris des risques. Mais j'ai pris des risques parce que j'étais fou. Est-ce que tu regrettes d'avoir... Est-ce que tu regrettes d'avoir pris des risques? Non. Attends, moi, j'ai dû créer peut-être même 10, 12 entreprises. J'en ai coulé au moins 3 ou 4. J'en ai coulé au moins 3 ou 4. Mais vraiment coulé. Hein.
Mais j'ai appris, tu comprends? Aujourd'hui, je suis au Bénin, mais avant le Bénin, j'étais au Cameroun. J'ai fait 3 ans au Cameroun, je me suis planté, je me suis vaucré, mais c'est ça que tu vas avancer. Donc, des échecs, on en a eu. Donc, c'est pourquoi je dis que je dirais à l'Okéric d'être moins fou. Parce que justement, ben, quand on a des échecs, quand ça se passe mal, voilà, on est un peu fougueux, tu vois, on s'en fout, on est insouciant, on fond. Alors qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, non, 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 je fais vraiment tout pour que ça n'arrive pas, quoi. Tu vois, dans mes décisions, je fais attention, je réfléchis, tu vois, je calcule. C'est calibré. Le bon timing, le bon projet au bon endroit, les partenariats que je fais, je réfléchis. Alors qu'avant, quand j'étais jeune, laisse tomber, dès que je touchais 10 000, j'avais au moins une go à Lyon, une go à machin, une go passé, une go. J'étais malade, tu vois. Je gaspillais l'argent. Moi, je m'éclatais. Mais aujourd'hui, j'ai plus ça. Parce que voilà, quand tu as une famille, ben, tu n'as plus 10 go dehors qui va dépenser 200 euros, 200 euros, 200 euros. Tu as ta femme, tu as ton enfant, tu as ceci, tu as cela. Donc, je pense qu'avant, j'étais fou. Avant, j'étais fou. Avant, j'étais fou. J'étais jeune. Et tous ces échecs font qu'aujourd'hui, à 38 ans, j'essaie d'être vraiment le plus calme, le plus posé. Et comme je dis aujourd'hui, c'est vraiment laisser un héritage à mes enfants pour qu'ils puissent être fiers, pour que demain, même si je suis pas là, ils soient fiers de porter mon nom en se disant que voilà, papa nous a laissé un héritage et que voilà, on est fiers. C'est tout. J'aimerais revenir sur ton parcours, comme tu disais. Tu as vécu en France, en Angleterre, en Afrique également, au Cameroun. Et aujourd'hui, tu es au Bénin. Tu as choisi d'investir au Bénin avec ton entreprise. Je pense que tu en as plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le Bénin? Bon, le Bénin, c'est un coup de foudre, en fait. Hein. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre identitaire, c'est un coup de foudre culturel. En fait, je suis arrivé au Bénin le 10 janvier 2023 et je suis arrivé dans une ville, dans un village, je dirais, un village qui s'appelle Ouida. Et à Ouida, en fait, c'est un village où il y a eu vraiment l'esclavage. Il y a une porte qu'on appelle la porte de non-retour. Donc, j'ai demandé à avoir un guide et le guide m'a fait faire le parcours de l'esclavage. Et là, tu sens vraiment quelque chose, tu sens quelque chose qui se passe en toi, tu comprends? Tu te rends compte que pendant toutes ces années en Europe, en fait, tu n'avais pas d'identité. Tu ne connaissais pas la vraie histoire. Parce que tout autant que nous sommes, nous avons une histoire. Et cette histoire, c'est l'esclavage. Cette histoire, ce sont nos ancêtres qui ont été persécutés. Et souvent, tu vas demander à un Africain, est-ce que tu connais ton arbre généalogique? Il te dit qu'il ne sait pas. Tu comprends? Ça se peut que toi, Daniel, ben, tu es un ancêtre au Sénégal, mais tu ne sais pas. Ça se peut que tu es un ancêtre à Haïti. Ça se peut que tu es un ancêtre aux États-Unis. Mais ça, on ne le sait pas, ça. Parce qu'ils nous ont enlevé notre identité pour que, justement, on n'arrive pas à se retrouver dans notre parcours identitaire. Donc, quand je suis arrivé au Bénin et que j'ai fait ce parcours de l'esclavage, j'ai ressenti quelque chose de profond en moi. J'ai ressenti cet africanisme en moi. J'ai ressenti cette identité. Je n'étais pas seulement fier d'être africain, mais j'étais fier aussi d'être béninois, malgré que je sois né au Cameroun. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé que je ne peux pas l'expliquer, mais il y a un esprit qui me parlait, il y a quelque chose qui se passait à l'instant T et qui me faisait comprendre que oui, ben, depuis 36 ans, je me cherchais et que là, j'ai trouvé ma route. Et ben, tu vois, ça fait 2 ans ma route, je l'ai trouvée, ça fait 2 ans que je suis épanoui, ça fait 2 ans que le Bénin me met en lumière et ça fait 2 ans que je crée des entreprises de jour en jour et que ça se développe, ça progresse. Aujourd'hui, je suis en Tunisie, bientôt je serai en Mauritanie, mais tout ça, c'est grâce au Bénin. C'est parce que je pense que j'avais besoin de retrouver cette racine identitaire qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui et que cette sève qui part du sol, qui pénètre à l'intérieur de moi, cette sève s'appelle l'Afrique et que nous devons tous être frères d'être africains. C'est tout.
et que cette sève n'a pas de nationalité. Cette sève, elle a pénétré en moi au Bénin, elle aurait pu pénétrer en moi au Cameroun, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, peu importe, mais ça fera toujours de moi un Africain. Aussi simple que ça. Donc le choix du Bénin, c'est pas un choix au hasard, mais je dirais c'est un choix identitaire, culturel, historique et ancestral. Parce que tout autant que nous sommes, même si la religion est venue nous imposer, les catholiques, tout ce qu'on veut, on a tous nos rites ancestraux qui fait de nous des Bantous, des Africains fiers de l'être et fiers de le valoriser. Voilà. Tu viens de me donner une transition parfaite parce que on va chuter sur une autre question et celle-ci, est-ce qu'on regarde sur l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique c'est le futur ou c'est le présent? L'Afrique, c'est le futur. C'est le futur en opportunité. Mais maintenant, il faut que les enfants de l'Afrique retournent pour construire l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique n'a pas besoin de perfusion. L'Afrique a besoin de bâtisseurs. L'Afrique a besoin de visionnaires. C'est pourquoi j'ai créé Rivia, qui est le réseau des entrepreneurs visionnaires en Afrique. Parce qu'on n'a pas besoin d'aide. On a juste besoin des bâtisseurs et des visionnaires avec qui on va bâtir un continent meilleur. Parce que l'Afrique, c'est le continent mère. Maintenant, à l'intérieur de ce continent mère, il y a des pays. À l'intérieur de ces pays, il y a des communautés. À l'intérieur de ces communautés, il y a des ethnies. À l'intérieur de ces ethnies, il y a des rites. À l'intérieur de ces rites, il y a des religions. C'est tout ça qui constitue ce qu'on appelle l'Afrique, qui est notre mère. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça m'apprend aussi beaucoup de choses que je ne cache pas sur ta façon de voir l'Afrique, ta façon également de regarder ton histoire, ton parcours, comme on dit en anglais, la purpose, Oui. c'est-à-dire ton objectif de vie et tout. Et je trouve super intéressant et pour moi vraiment faire respecter sur ce coup. Quelqu'un qui arrive dans un pays, on va dire, hyper inconnu, le fait de celle-ci sa terre, c'est pas toujours facile. Moi, ça m'arrive de voyager aussi. Le choc de culture, des fois, il est un peu brutal. La façon de faire, des fois, la vérité de ce pays n'est pas forcément la vérité d'ailleurs. Et ça prend du temps pour s'adapter. Et toi, tu dis, c'était un peu de fou. Aujourd'hui, comment est-ce que tu estimes la croissance du Bénin? Est-ce que le Bénin, aujourd'hui, d'ici quelques années, où compte déjà dans l'échiquier géopolitique ou financier africain? Après, tu sais, nous en Afrique, on a souvent un problème qui est lié à notre développement. C'est un problème politique. L'année prochaine au Bénin, on va changer de président. Donc, je ne pourrais te dire ce qui va se passer demain parce qu'on n'a pas de visibilité. Parce que, comme tout pays africain, il y a toujours ce problème de continuité. Est-ce que celui qui va arriver aura la vision que celui qui est là? On ne sait pas. La croissance du Bénin aujourd'hui, elle est dynamique, elle évolue. Le Bénin aujourd'hui bouge. Est-ce que l'année prochaine, celui qui va arriver aura le même dynamisme? Je ne sais pas. Mais je souhaite vraiment de tout cœur, et je prie pour ça, que celui qui viendra après le président actuel continue son travail et que mette le Bénin dans un dynamisme de croissance exponentielle pour que le Bénin, aussi petit qu'il peut être, comme on le dit, soit peut-être petit, mais grande ambition. Parce que c'est pas on dit, mes amis ivoiriens, petit marteau, mais qui casse gros caillou, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas la taille qui fait la réussite, c'est pas la taille qui fait l'ambition, mais c'est notre capacité de pénétrer des marchés pour avoir un impact sur celui-là pour qu'il puisse être grand. Donc, pour répondre à ta question, je te dirais qu'aujourd'hui, le Bénin a une bonne croissance, le Bénin a un bon dynamisme et que je prie de tout cœur que l'année prochaine, celui qui prendra la suite puisse continuer le travail de celui qui est là aujourd'hui. Mais après ça,
je n'ai pas évité parce que nos présidents sont souvent susceptibles et que celui qui va arriver après, soit il peut tout gâter, soit il peut tout arranger. Donc, mettons tout entre les mains de Dieu et ayons juste de l'espoir d'un meilleur Bénin, d'une Afrique dynamique, parce que qui dit Bénin dit Afrique, et on verra bien. Voilà. Forcément. Eric, comme toute personne qui font des choses, hein, forcément on fait des erreurs aussi. Et ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est les erreurs que tu as commises durant ton parcours. Pour toi, quelles sont les erreurs que tu juges, on va dire, grandes? Quelle est la plus grosse erreur que tu as faite durant tout ton parcours et que tu aimerais partager avec nous? Ce que je veux dire, peut-être que je serai peut-être incompris. Je pense que ma plus grosse erreur a été d'investir au Cameroun. Dis-nous. Voilà, parce que j'ai pris toutes mes économies, je suis allé au Cameroun pour investir. Ça s'est très mal passé. J'ai pas été compris, j'ai pas été soutenu et je suis revenu en France. J'ai recommencé à zéro, j'ai frôlé la rue. Vraiment, j'étais à deux doigts de finir la rue. Donc, je pense que en même temps, c'était une erreur, mais avec le temps, je ne prends pas ça comme une erreur, je prends ça comme un apprentissage. Donc, je ne parlerai pas d'erreur que j'ai faite dans mon choix entrepreneurial, mais je ferai comme un parcours que Dieu a voulu que je traverse pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je ne parlerai pas d'erreur. Je dirais plutôt que le Cameroun, cet investissement-là, qu'au départ, je croyais être une erreur, et qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis en fait que c'est Dieu qui voulait que je traverse cette étape-là pour pouvoir être l'homme que je suis aujourd'hui avec une certaine résilience, avec un certain calme, avec un côté positif qui me permet aujourd'hui de prendre les choses avec beaucoup de recul, step by step, parce que c'est ce que j'ai vécu au Cameroun en 3 ans m'a tellement fracassé que je pense que je ne peux pas vivre pire aujourd'hui. Forcément, il y a une anecdote derrière. Je vois que tu essaies de nous raconter. On va essayer de grappiller un peu l'anecdote derrière cet investissement. Non, l'anecdote, c'est que mes employés, le 31 me dit bonne année. Le 1er, j'arrive, j'ouvre le bureau, il n'y a plus rien. Non, mais là, tu parles très vite. Vas-y, raconte-moi qu'est-ce que c'est réellement. Vas-y. On quitte le bureau le 30. Non, pas le 30, le 28. On s'est dit au revoir. À l'intérieur, il y a les ordinateurs, tout est OK. Chacun rentre chez soi. Le 31, le matin à 6 heures, on s'est dit bonne année, bonne santé, prospérité. On arrive au bureau à 10 heures, il n'y a plus rien. Je t'ai fait cambrioler. Je me suis fait cambrioler. La nuit du 31 au 1er. Je pense que là, quand tu commences l'année avec un cambriolage et que tu vois toutes tes économies partir en fumée, si tu finis cette année-là, c'est que tu es fort. Moi, je n'ai pas fini l'année. Je me suis barré avant. 1er janvier 2019. Et j'ai quitté le Cameroun au mois d'avril. Ciao. Non, mais est-ce que, comme tu disais, forcément, c'est quelque chose que tu as appris. Oui, j'ai appris. Là, j'en parle comme ça, mais c'est pas une critique, c'est l'apprentissage. C'est quelque chose que tu as appris. En fait, moi, je me disais, peut-être c'était l'environnement qui t'a pas aidé, c'était peut-être les mentalités, parce que forcément, on est tous africains, mais forcément, dans les mentalités diverses de chaque pays. Il y a des pays qui ont presque la même mentalité, on va dire le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a d'autres aussi qui sont pareils, mais il y en a beaucoup qui sont différents. Par exemple, le Maroc est différent, les Sud-Africains n'ont pas les mêmes pensées. Donc, en fait, je me disais, peut-être c'est le Bénin que tu as vraiment rencontré le mindset parfait, la cohésion sociale parfaite et l'environnement propice pour investir.
C'est ce que je dis. C'est ce que je dis que je ne c'est pourquoi dans ma phrase, j'ai dit que c'est vrai que par rapport à la question que tu m'as posée, je vais te répondre le Cameroun. Mais ma réponse n'est pas appropriée parce que pour moi, en fait, c'est un apprentissage. Et que pour moi, c'était un parcours qu'il fallait que je traverse pour pouvoir être l'homme que je suis aujourd'hui et qui m'a permis maintenant d'arriver au Bénin avec les meilleures armes, les meilleurs boucliers pour bloquer chaque possibilité de personnes qui vont venir voilà, m'incruster. Tu vois ce que je veux dire? Quand, par exemple, j'étais au Cameroun, je participais à tous les forums. Dès qu'il y avait un forum, j'y allais. Ben, au Bénin, je ne vais pas. Tu me feras même dans un forum. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas dans les forums qu'on fait du business. C'est très intéressant ce que tu dis. Hein. Enfin, je m'en sois bien pour ça. C'est pas dans les forums qu'on fait du business. Tu sais pourquoi? Regarde un petit peu notre écosystème et regarde ceux qui font des forums. Quand il y a un forum, il va s'acheter son meilleur costume. Il arrive au forum, il prend des photos. Il met sur LinkedIn, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. 2 semaines après le forum, il ne publie plus. Et là, tu te poses une question, c'est, bon, tu as vu tel, tu as vu tel, tu as vu tel, et après. Et dans le après, il y a zéro. Pourquoi? Parce qu'on est devenu, on est des forumiers. On n'est pas des entrepreneurs, des forumiers. Et tu vas bien voir que ceux qui vont dans les forums, ils n'ont même pas d'entreprise enregistrée. Hein. Leur entreprise est mise sur LinkedIn en mode CEO. Leur entreprise se limite sur LinkedIn en mode CEO. Parce que je vais te dire une chose, Daniel. Vas-y. Un vrai entrepreneur qui va dans un forum, il ne prend pas de photos. Quand je te rencontre, bonjour monsieur Daniel, comment vous allez? Quelle est votre activité? Je fais dans ça. Moi, c'est monsieur Déconné, j'ai un espace de coworking. Comment pourrions-nous collaborer ensemble? Et là, on discute. Bon, monsieur Daniel, vous êtes au Bénin pour combien de temps? Je suis là pour 3 jours. Fixons-nous un rendez-vous tout de suite. Le forum finit demain, ok. On se voit après-demain à tel endroit, à telle heure. Marquez-le dans votre agenda. Je le marque dans mon agenda. Ça, c'est quelqu'un qui assiste à un forum. Je n'ai pas le temps de prendre des photos. Et tu verras que tous ceux qui prennent des photos là, ça ne va nulle part. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont plus dans l'image. Pour mettre un peu d'eau dans ton vin, je me disais vraiment dans ça, j'allais vraiment dans ce sens-là parce que je m'étais rendu compte que il y a même des forums qui sont organisés juste pour vendre les billets. Moi, juste pour vendre les billets d'entrée, les passes. Mais oui, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun impact. Rien, zéro. Ça ne sert. Donc, c'est que il y a des pays, il y a des forums tous les mois. Tu te demandes que bon, le forum là change quoi dans l'écosystème? Mais quand on te donne le budget de ces forums, peut-être que tu vas tomber par terre. Peut-être c'est déjà un nouveau business model, on ne savait pas. Donc, c'est pourquoi moi je dis que ces gens-là qui vont dans les forums, c'est des forumiers. C'est déjà mutué. Hein? C'est un nouveau métier. Participants de forum, c'est des forumiers. Il faut qu'on mette ça dans le dictionnaire. Et dans chaque forum, ils ont un nouveau costume. Mais ces mêmes gens-là, tu leur demandes de payer une formation à 100 000, ils vont refuser. Mais ils vont payer un costume à 100 000. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, du coup, moi, je ne suis pas dans les forums. Moi, si tu me vois aller dans un forum, ça veut dire que j'ai analysé le forum et que j'estime que si j'y vais, je vais avoir un retour. La dernière fois, j'étais au FITA,
qui est un forum en Tunisie. Ça s'est très bien passé. Et j'ai eu un retour. Donc maintenant, je fais attention à mes forums. Mais tu vas les voir tous les jours. Forum Diaspora Connect, Forum Insight économique, Forum d'Insight économique, Forum d'évaluation économique, Forum rencontre pénétration économique, biologique, thérapeutique. Il va me fumer. Mais Eric. Attends, tu vas me fumer. Tu es venu aujourd'hui vraiment pour me fusiller de rien. Non, mais c'est la vérité. Et regarde tous les forums là, c'est tout pareil. Hein? Forum Impact Gabon économique. Tu penses que nous, arriver là-bas, tu auras le meilleur rien? Bah après, c'est un coup marketing aussi. Hein? Oui. Après, peut-être c'est un coup marketing, non. Mais c'est ce que je te dis. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? En réalité, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des forums d'impact. On a besoin des forums avec du B2B. On a besoin de forums où Daniel, qui n'a pas la chance de rencontrer le DG de quelle boîte? Je ne sais pas moi, quelle banque? Allez, UBA. Et que là, il le voit en face de lui. Il parle avec lui, ne serait-ce que 5 minutes. Et il change sa vie. Mais si c'est juste pour faire des photos et mettre sur LinkedIn, dit j'ai eu l'immense honneur d'assister au forum Impact économique. J'ai plus rencontré. Le pire, c'est que tu prends la photo, le mec il est au téléphone, il ne calcule même pas le mec. Il est comme ça. Bah après je vais continuer à mettre l'eau dans ton vin. Même, en fait, moi, je pense réellement qu'il y a des choses que les Africains copient mal. Je pense mais que bien sûr. C'est ça. Je pense que le forum en soi, il n'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a des choses qu'on copie mal. On copie mal. Même au niveau de l'entreprise, par exemple, moi, j'ai une boîte, Ecton Analytics, sous profondeur, avec des partenaires aussi. Et moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est les réunions inutiles. En fait, pour moi, le forum, je le vois comme, il y a certains forums qui sont vraiment inutiles. Inutiles? On n'a pas vraiment, besoin de se dire cela. Ce sont des choses que j'ai assisté récemment à un forum en Angola. En réalité, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est le titre. Le titre du forum, c'est en portugais, je vais te le traduire. C'était un peu comme quoi ça parlait d'informatique, de digital, tout ça, tu vois. Et ça, c'est l'un de mes business units. Et donc, je suis allé pour voir ce qui se fait. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que des personnes qui racontaient leur histoire. Mais oui. C'est-à-dire, c'était que des personnes, voilà, j'ai commencé comme ci, j'ai terminé comme ça. Moi, je les appelle des nombrilistes. Tu vois, et après, je sais pas ce que j'ai retenu de ce forum. Et c'est ce qui me fait mettre le vin dans ton verre en disant que, ouais, je pense qu'il y a des choses qu'on peut plus en Afrique. Je pense que il y a des forums qui sont inutiles. Je pense qui servent à rien. On fait des forums tous les mois. Hein. Il y a des pays où il y a des forums tous les mois. Hein. Et des forums de milliards. Hein. C'est des milliards ces forums-là. Moi, je pense que je me posais la question sur la création de Wegal Connect. Je pense que j'ai ma réponse. Et tu vas me dire si c'est peut-être pas ça. Est-ce que tu as créé Wegal Connect vraiment pour se connecter directement avec des personnes qui sont utiles pour le business, pour l'économie africaine, et pas que, hein, mais aussi pour ta cause? Est-ce que c'est pas pour ça que tu as créé Wegal Connect? Non, j'ai créé ça pour que les gens puissent juste se connecter avec des personnes qualifiées et non avec des farfelus. C'est tout. On n'a pas tu sais, on n'a plus le temps à perdre et on n'a plus le temps d'échanger avec des gens qui nous vendent la peau dans le sac. On a besoin d'échanger avec des gens qui ouvrent le sac et qui nous disent que le poulet, il est vert, il est gros, il est mince,
il a 2 pattes, il a 4 pattes, il a 2 becs. Tu comprends? On appelle ça une conversation gagnant-gagnant. Soit on échange de façon pragmatique, on va droit au but, soit on n'échange pas. On n'a plus de temps à perdre. Donc, il faut vraiment que nous, Africains, nous, entrepreneurs, dans notre écosystème, on intègre dans notre ADN structurel le pragmatisme. Ça, c'est très important. On doit intégrer le pragmatisme. On n'est pas des acteurs. On n'est pas, je veux dire une phrase, mais on n'est pas des makosso. Je suis le roi de la marmaille. On n'est pas des marmailleurs, tu vois. J'étais pas prêt. Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui est pragmatique, qui est vrai, qui a une vision. Et que chaque fois qu'il échange avec quelqu'un, il se pose toujours une question. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Quel est le fondement de cet échange? Quelle est la suite de cet échange? Qu'est-ce que je gagne? Positif ou négatif? Partant de là, il peut déterminer la durée de l'échange qu'il aura pour pouvoir avancer. Aussi simple que ça. J'ai l'impression d'être en face d'un sage africain. Parce que, pour te dire honnêtement, il y a des choses que tu dis que je pensais tout au fond. Mais je me disais, ouais, c'est peut-être mon idée. Peut-être c'est seulement moi qui pense comme ça. Tu vois? Sur le fait du forum, on se rejoint totalement. Sur le fait de la vision de la femme, on se rejoint totalement. Également sur l'identité africaine. Pour moi, je pense que tu incarnes en fait l'idéal de ce qu'est un entrepreneur africain. Parce que aujourd'hui, c'est aussi normal avec le capitalisme. Aujourd'hui, l'Africain veut juste chercher de l'argent, veut juste mettre sa famille à l'abri, veut juste pouvoir manger bien et dormir. Mais il y a une réalité intrinsèque, si je peux le dire comme ça, qui nous fait aujourd'hui parfois perdre nos valeurs, oublier qui nous sommes et surtout perdre les objectifs à long, à moyen et à court terme. Oui, mais c'est parce qu'on est faible. Bon, après, faible, fort, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que... Non, quand je dis c'est parce qu'on est faible, je ne parle pas de faiblesse en mot de force. Je parle de faiblesse en matière d'esprit. Et tu sais, je dis toujours des choses, j'ai toujours cette phrase que je dis, c'est que la faiblesse est liée aux valeurs. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, il est faible. Parce que qu'est-ce que le lie à son acte? Seule la valeur peut apporter une certaine condescendance à ton acte, un certain volume, une certaine gradation à ton acte. Mais si tu enlèves la valeur, tu ne peux pas graduer ton acte. Donc, quand je dis que nous sommes faibles, c'est que souvent, on oublie notre identité, mais sauf que souvent, l'identité est liée à la valeur, à nos valeurs. Et que c'est notre valeur qui nous permet de guider nos actes. Donc, quand tu balais cela, eh bien, tu deviens un personnage indigeste qui n'a plus de limite dans tes actes. Aussi simple que ça. Donc, tu verras que quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a le respect des aînés, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui croit aux traditions africaines, quelqu'un qui croit à l'identité africaine, quelqu'un qui croit à nos racines spirituelles, culturelles, identitaires, ancestraux, il aura toujours un comportement différent de quelqu'un qui s'en fout de tout. C'est ça qui donne notre positionnement social en tant qu'Africain
en tant qu'humain, en tant que personnage et en tant que leader. Aussi simple que ça. Restons sur l'identité africaine, la culture et tout. Euh, Moi, il y a une question que j'aimerais te poser, ça fait un petit moment. C'est, est-ce que aujourd'hui, quand tu te regardes, tu sais de regarder ton parcours, lorsque tu as commencé à gagner de l'argent, est-ce que tu penses que ta famille est un frein ou est-ce que a été plus un tremplin? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir dans les familles africaines, lorsque il y a quelqu'un qui essaie de se démarquer, c'est pratiquement sur lui que tout repose. Pourtant, par exemple, quand on regarde les cultures occidentales, c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Et donc, moi, ma question que je me pose, c'est, lorsque tu as commencé à gagner de l'argent, c'était quoi le rapport avec ta famille, avec ton entourage? La famille est souvent un frein parce qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle une pauvreté intellectuelle. Les mots sont forts, hein? Pauvreté intellectuelle. Tu verras que dans des familles, celui qui a l'argent, il fait tout pour que sa famille soit dépendante de lui, pour qu'on vienne toujours le demander. Mais investir sur sa famille, paye-leur des formations. Ça ne marche pas à tous les coups. Souvent, ça ne marche pas. Hein. Il y a des familles où tu essaies de les aider, ils ne veulent rien comprendre, eux, ils ne veulent rien foutre, ils se disent que non, tu as l'argent. Dans ces cas-là, tu les mets de côté. Tu les mets Dans ton cas, comment est-ce que tu as géré tout ça? Moi, ma famille est en Europe. Ma mère n'est pas dans le besoin, ma soeur n'est pas dans le besoin, ma grand-mère n'est pas dans le besoin. Donc moi, du coup, j'ai pas besoin de penser à la famille parce que ma famille est à l'aise. Donc, j'ai pas eu un impact familial parce que ma famille est à l'aise. Ma famille est à l'aise aujourd'hui, mais on n'était pas à l'aise au Cameroun. Hein. Nous, on a quitté au Cameroun, on misérait. Hein. Moi, je suis dans Nouvelle. Hein. Donc, moi, je suis dans le boubou, dans les oignons, les tomates, les bananes plantains, les moutons, tout ce qui va avec. Hein. Donc, moi, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ma famille est à l'aise. Donc, du coup, l'impact familial, j'ai pas besoin de travailler pour aider ma famille. Mais ça aurait été l'inverse. Je pense que j'aurais tout fait, pas pour les mettre à l'aise, mais de chaque fois leur montrer le cheminement que je fais pour gagner cet argent, pour qu'ils comprennent qu'eux-mêmes doivent faire pareil, pour que quand ils mangent mon argent, ils savent où ça sort et qu'ils puissent aussi travailler pour avoir ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pourquoi je dis que ce que je dis, ça marche dans certaines familles. On a vu, par exemple, les familles des footballeurs, on a vu les footballeurs vouloir investir dans leur famille, mais rien n'y fait. Le petit frère ne veut rien faire, la petite soeur ne veut rien faire, la mère ne veut rien faire. Tout ce qu'il veut, c'est seulement manger, manger, et dit, je suis la sœur de, je suis le frère de. Donc, du coup, vas-y, dis le nom du footballeur, là. Dis le nom du footballeur. Non, j'ai pas de nom, mais ce que je dis, c'est que c'est biaisé. Non, en fait, il y a beaucoup d'exemples. Souvent, je suis à les Samson. Une fois les Samson, il a dit que il a passé des années à aider un ami à lui, jusqu'à présent, son ami est pauvre. Et pourtant, à chaque vacances, il venait, bon, je ne sais pas de qui il parlait, mais il a expliqué que voilà, il avait un ami à Essos et que chaque fois, il demandait à son ami que quel est ton projet, quel est ton projet. Le gars dit que non, je vais l'embêter. Tu vois un peu? Donc, c'est des exemples comme ça, tu vois, parce que bon, j'adore les Samson et c'est un footballeur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup parce que voilà, il a bien géré sa fin de carrière et il valorise tellement sa femme que vraiment c'est un monsieur que j'adore beaucoup. Et justement, une fois, j'ai suivi un podcast à lui, il disait que justement, il avait un ami à Essos et chaque fois qu'il venait au Cameroun, il lui remettait l'argent, mais le gars ne faisait rien avec. Donc, tu vois, c'est pour dire que bon, tout dépend comment tu gères la famille, tout dépend de la famille, tout dépend de leur quotient intellectuel. Donc, en fonction de tout ça, tu auras une famille qui sera plus ou moins apte à vouloir évoluer. Mais si tu as une famille avec un quotient intellectuel à zéro, ben c'est bon, eux là, ils vont nager à contre-sens. Tu vas chaque fois prendre le biberon, le mettre dans la bouche et les donner la tétine, quoi. C'est un peu ça. C'est une espèce de métaphore, mais tu comprends ce que je veux dire. Parfaitement. Pour évoluer dans la discussion, forcément, j'aimerais savoir aujourd'hui, pour toi,
ta conviction ferme. Si tu avais un jeune homme, on se disait on se disait tout à l'heure sur le conseil que tu donneras à ton poids de 17 ans. Et si tu avais l'occasion d'avoir un jeune entrepreneur, on va dire de 20, 21 ans, qui se lance dans les affaires, pour toi, ça sera quoi les 5 conseils que tu lui donnes? La résilience, Hum, la fougue, hum, la motivation, hum, la patience hum. et la vision. Et j'aurais peut-être aussi mis la discipline, hein, ou pas? Oui, quand je parle de résilience, de patience, de vision, de motivation, bon, la discipline, oui. Mais en fait, souvent, je n'aime pas parler de discipline parce que je pense que souvent, la discipline aussi est liée à notre éducation. Et qu'on n'apprend pas à quelqu'un à être discipliné. On devient discipliné. Hum. C'est très puissant ce que tu dis, hein. Relis-le encore, s'il te plaît. On n'apprend pas quelqu'un. On n'apprend pas à quelqu'un à être discipliné, mais on devient discipliné. Et je vais te prendre un exemple très concret. Hum, Un chien qui naît, hum. est-ce que de façon automatique, quand tu lui dis assieds-toi, il s'assoit? Non, non, Pour que tu dis au chien assieds-toi et s'assoit, on le graisse. bien sûr. Donc on le répète à plusieurs fois. Et chaque fois qu'il s'assoit, on le remet une croquette. Donc le chien sait qu'à chaque fois qu'il fait un acte de s'asseoir, il aura une croquette. Et bien c'est pareil avec un être humain. La discipline, on ne l'a pas de façon naturelle. Soit on apprend à être discipliné, soit on nous apprend à être discipliné. Et souvent, la discipline, on l'apprend à l'école, on l'apprend à l'armée, on l'apprend dans notre environnement familial, on l'apprend dans notre environnement familial, ou alors on s'autodiscipline par notre parcours, par nos coups, par nos claques, par nos échecs. Et là, on s'autodiscipline. Forcément, tu as des personnes qui t'ont aidé, parce qu'on dit, Mais oui, il y a ce dicton africain oui, qui dit l'homme n'est rien sans les hommes. oui, Peut-être c'est pas africain, mais il y en a plein qui vont dans ce sens. oui, oui. La question qui me vient aujourd'hui, c'est pourquoi quelles sont les personnes qui ont œuvré pour être le héritier que tu es Bon, aujourd'hui? c'est vrai que même si je les cite, tu vas pas les connaître parce que bon, ils sont la C'est une majorité, réflexion. Après, tu leur enverras le podcast quand ils sont là. la majorité sont ici en France. Mon directeur d'école de l'IFAD, qui s'appelle Dominique Lemaire, qui était le directeur de mon école de commerce, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Un ami à moi, Dominique Lemaire, avec qui on est partenaire sur Dominique Lemaire, Roland Lebert, avec qui on est partenaire sur plusieurs projets. Voilà, Youssouf Kamara, qui est le directeur de la Maison de l'Afrique, Anis Aziri, qui est le président de la TABC en Tunisie, Amina aussi, qui est en Tunisie. Après, il y a beaucoup de personnes comme ça, ma mère aussi qui m'a beaucoup aidé, mes collaborateurs aussi qui sont autour de moi, Bachirato Siako, Amanda Kouma, Richmond Adjivou, bref, toutes ces personnes qui m'ont aidé, Christelle Amoussou qui est au niveau de la Tunisie, je ne peux pas citer tout le monde, mais chaque personne, Madame Fantan Bintou au niveau du Sénégal, donc chaque personne, chaque rencontre autour de mon parcours, tous ces gens ont œuvré à faire de moi ce que je suis, l'homme que je suis aujourd'hui. Et chaque pas, chaque action que je fais, avant même de le faire, je pense à eux. Parce que je me dis, si je fais mal, c'est leur honneur, c'est leur nom, c'est leur conseil, ce sont leurs valeurs qui se rajoutent aux valeurs de ma maman. Parce qu'on ne lève pas un enfant tout seul, mais on élève un enfant dans une cour. Et souvent, dans cette cour-là, il y a des étrangers. Ces étrangers qui ne sont pas forcément de nos familles. Mais souvent l'éducation des étrangers a même plus de valeur que l'éducation de nos mères. Parce que celui qui est à l'extérieur, c'est l'éducation de la vie. Et ta mère,
c'est l'éducation fraternelle. Et quand les deux se croisent, ça fait de toi soit un homme, soit une femme. Hmm. Je dis merci à ces personnes-là qui ont œuvré pour être le héritier que tu as aujourd'hui. African Giant remercie aussi. Pour évoluer encore dans la discussion, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps aussi, pour évoluer dans la discussion encore, il y a une autre question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont souffert des préjugés? Tu as né en Afrique, tu as grandi aussi à l'Occident. Oui. Est-ce que tu as souffert des préjugés? Non, moi, j'ai pas eu ça. C'est vrai que souvent, quand je le dis, les gens me disent, oh, je veux pas inventer une vie que je n'ai pas eue. Moi, je n'ai jamais souffert de préjugés, de racisme ou quoi que ce soit. Donc, moi, je ne vais pas mentir. Je ne veux pas venir ici, là, commencer à dire des conneries, vouloir me faire passer pour la victime qui a été... Non, 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 non. Je ne veux pas Parce que ceux qui se plaignent, des fois, il y a un peu de victimisation, si on peut dire comme ça. De quoi? Pour toi, ceux qui se plaignent de cela, est-ce qu'il y a un peu de victimisation, si on peut dire comme ça? En fait, je ne peux pas le dire parce que chacun a son vécu. Tu comprends, Daniel? Moi, je ne l'ai pas vu. Quelqu'un d'autre va l'avoir. Tu comprends ce que je dis? Je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger ce que je ne sais pas. Je ne peux pas juger ce que je ne suis pas au courant. Donc, partant de là, je respecte cela et que je leur dis juste bon courage et je leur dis que prenez cette victimisation pour une force et avancez parce que on dit, il y a une phrase que mon grand-père me disait toujours, on accepte l'histoire, mais on se bat pour le futur. Aussi simple. On accepte l'histoire et on se bat pour le futur. Ça, ce sont les mots que j'aimerais qu'on retienne du podcast African Giant. Une dernière question pour la route. Eric Liconé, dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux? Dans 5 ans, je me vois avec ma petite maison au Bénin, avec ma petite famille, avec des entreprises un peu partout en Afrique, mais des entreprises à impact. Pas que financier. Pardon? Pas que financier, mais pas que financier, voilà. Des entreprises financières, mais aussi en impact. Et aussi, dans 5 ans, je me vois avec une fondation qui va œuvrer pour l'inclusion de la femme par le numérique, par le digital, par l'agriculture, parce que j'aimerais vraiment rendre fière celle qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre, qui est ma mère, qui s'appelle Liconé Georgette. J'aimerais le rendre fier et j'aimerais un jour remettre à une femme un prix qui porte son nom, qui est le prix de la valeur, le prix de la combativité, le prix de la résilience et le prix d'une mère qui a autant sacrifié pour que ses enfants puissent avoir un avenir meilleur. C'est mon rêve à moi. J'aimerais t'avoir pour plusieurs épisodes en réalité, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'aimerais te remercier. Merci, Daniel. Merci pour toutes les explications que tu as apportées aujourd'hui. Merci. Sur le business, sur la culture, sur la vision de l'Afrique, et surtout sur tes valeurs, tes principes sur les femmes. Je te remercie d'être passé sur African Giant. Et forcément, on se la prochaine, pour le prochain épisode. Merci. Voilà. En tout cas, si tu me permets de clôturer, j'aimerais juste dire aux jeunes Africains, croyez en vous, allez-y, foncez, aimez l'échec, parce que c'est l'échec qui nous permet d'apprendre.